Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette visioconférence genre et sexualité au cabaret, organisée bien sûr par le Manège en partenariat avec Sciences Po Campus de Reims. À quelques heures près, nous aurions pu vous accueillir dans le magnifique amphi de Sciences Po. Mais voilà, le couvre-feu est toujours en vigueur. Du coup, nous vous rejoignons dans vos salons et peut-être même, qui sait, dans vos chambres à coucher. Comme vous le savez, le cabaret a toute sa place dans la programmation du Manège. Alors, ce cycle de conférences, nous l'avons imaginé pour éclairer ce genre artistique dit mineur, mais qui en fait bien souvent est très en avance sur son temps. Nous avons déjà traité de l'histoire du cabaret, de sa portée politique. Ce sont deux conférences que vous pouvez réécouter et revoir sur la chaîne Vimeo du Manège. Ce soir, il sera question de genre avec un S et de sexualité. Parce que le cabaret, entre autres choses, est le lieu d'accueil et de visibilité pour les genres et les sexualités minorées et combattues par la société. On va donc parler des garçonnes, des androgynes, de l'hyper-érotisme féminin, tout ça voisinant avec l'homosexualité, la bisexualité et le transformisme. Je vais passer la parole à Nathalie Coutelet, qui est auteure de plusieurs ouvrages sur le théâtre et l'altérité, et à Jérôme Marin, cabarettiste, ce soir un petit peu enroué mais toujours vaillant et bouillant. N'hésitez pas à engager la conversation, le dialogue via les commentaires Facebook. Ce sont des messages que je transmettrai ensuite aux conférenciers pour qu'ils puissent y répondre. Voilà. Nathalie et Jérôme, c'est à vous. Merci Céline et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est heureux de vous retrouver virtuellement sans vous voir pour voilà, cette dernière conférence qui close ce cycle qu'on a eu la joie de parcourir ensemble. Et comme l'a annoncé effectivement Céline, en conférence qui close ce cycle, essayer de parcourir diverses thématiques en lien avec les genres et les sexualités, leur visibilité et ce que ça a permis artistiquement sur le plan général du spectacle comme avancée et comme évolution de la création. Et donc on commence par ce qu'on appelle au théâtre les pièces à femmes, les déshabillages et suggestions érotiques en leur temps. Si je voulais juste préciser quand même, Nathalie, parce que on risque de, comment dire, on va pas pouvoir tout évoquer. On va évoquer au maximum de ce qu'on peut ce soir, en tout cas, parler de choses non pas plus importantes que d'autres, parce que c'est pas possible, mais en tout cas, c'est sûr que certaines personnes peut-être qui nous écoutent vont peut-être rester sur leur faim parce qu'on n'évoquera pas tel ou tel artiste, mais il a fallu choisir et c'est toujours très difficile et à chaque fois le temps est court pour pouvoir évoquer tout ça. Oui, oui. La période étant longue, oui, tu as raison, cela ne peut pas être exhaustif. Ouais. Donc, ne nous en voulez pas si voilà, certaines choses que vous attendiez n'arrivent pas. Il y aura d'autres conférences, qui sait. On ouvrira un cahier. Et donc, on va commencer aussi à vous présenter ce qu'on a appelé les déshabillages et les effeuillages, qui sont les ancêtres du striptease. Avec notamment, vous allez voir bientôt des images, ce qui est considéré comme l'œuvre matricielle de tous les striptease, qui est le coucher d'Yvette, donc au concert Lisbonne, qui a la particularité d'être tenu par Maxime Lisbonne, qui lui avait donné son nom, et qui est un communard, et qui, une fois revenu après l'amnistie des communards, a ouvert ce lieu, et en 1894 a lieu donc le coucher d'Yvette avec Blanche Cavelli, que vous voyez ici en costume masculin. Alors c'est un effeuillage qui dure à peu près 30 minutes avec beaucoup de vêtements à retirer, hein, avant qu'elle ne se glisse dans ses draps. Voilà. Et à partir de là, effectivement, on va avoir beaucoup de piécettes autour du déshabillage qui vont être faites. Je sais pas, moi j'ai noté par exemple le lever d'une Parisienne, le coucher de la mariée, le déshabillé de la midinette, les bains turcs, la toilette de la Parisienne.
Oui, absolument. On va décliner les habillages et déshabillages, donc le lever et le coucher, comme prétexte à cette semi-nudité, hein, puisque comme vous le voyez, le coucher d'Yvette a connu un procès. On est à une période où la censure existe encore. Donc, la censure avait octroyé son visa, puisqu'il y a une censure préalable avant la présentation du spectacle, puis une censure qui peut s'exercer une fois que le spectacle est lancé. Le visa avait été octroyé parce que finalement, il y avait beaucoup de dentelles, les sous-vêtements étaient extrêmement garnis pour les femmes à cette époque-là. Et finalement, le procès a été plutôt une affaire d'artistes, de Blanche Cavelli, avec le directeur et les fournisseurs de ces lingeries, de ces dentelles qui étaient exhibées sur scène. Et une histoire voilà, plus commerciale que contre le nu. Effectivement, ça va donner l'occasion de multiplier ces pantomimes qui vont connaître un grand succès, même si le public, quand on regarde la presse de l'époque, était parfois extrêmement déçu de ne pas en voir assez. C'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup, on s'attendait par exemple à ce qu'on voit à l'écran, des poitrines, des cuisses, etc. Et en fait, on ne voyait rien de tout ça. Donc c'est aussi sur cet horizon d'attente et cette frustration que ces spectacles ont joué, bien entendu. Donc là, vous voyez aussi des photos qui sont de véritables nus, mais souvent qui sont posées en fait pour les photographes. C'est des choses qui ne pouvaient pas être vues sur la scène, où on l'a vu dans d'autres images et on en reparlera. Les artistes étaient en général couvertes au moins d'un maillot qui recouvrait Oui, le corps. on a d'ailleurs une image, je crois, une des 2 premières, où on voit Voilà. effectivement le collant intégral, en fait, qui masquait tout. Oui, qui laisse bien deviner, mais qui masque tout. Mais pour le public de l'époque, ça suffit, et c'est déjà très émoustillant par rapport à la couverture des vêtements. Et du coup, à cette même époque, de l'autre côté, aux États-Unis, se développe, dans les saloons aussi, de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, dans les saloons, des formes de spectacles où effectivement il y a du chant folklorique, de la pantomime, de la danse et des fois un peu indécent. On peut voir des jarretières, virevolter son jupon, et ça, on appelle ça le vaudeville ou le burlesque. Et donc très rapidement, il y a on va dire une économie, une industrie qui va se mettre en place autour de ça, avec l'organisation de véritables tournées sur lesquelles, par exemple, il y a une formule, notamment Minstrel Variety Extravaganza, où on présentait des minstrels qui chantaient et dansaient, les varieties, qui étaient plutôt des acrobates, des illusionnistes, des danseuses exotiques, et les extravaganza, excusez-moi, bah, c'était plutôt des batailles d'Amazon, des bataillons d'Amazon qui seront les future girls des grands music halls et qui servaient un petit peu de cadre aux ébats d'un soliste ou d'une soliste qui était la véritable vedette du spectacle. C'est la Voilà. forme typiquement américaine avec ce mélange, hein, qui prêtait à confusion en France parce que le burlesque en France originellement n'a pas ce sens-là, cette portée comique Oui. que ces formes pouvaient avoir. Hein. L'humour n'en était pas absent, mais très vite, face au succès public, pour les mêmes raisons que pour le coucher d'Yvette et toutes ses déclinaisons, ce qui va plaire au public, ce sont ces formes qui font la joie des spectateurs et des spectatrices. Donc, on a aussi des femmes avec des collants moulants, des petites tenues. Je pense aussi à une troupe comme celle de Lydie Thompson, de Millie DeLeon, quand Jérôme parlait des jarretières, Millie DeLeon ou de Leon, je ne sais pas trop comment on prononce bien, qui avait eu des procès parce qu'elle lançait ses jarretières dans le public. Et ça, c'était considéré évidemment comme un acte subversif ô combien, et qui ne portait pas toujours les fameux collants parce que la législation pouvait être un peu différente, mais la morale globalement était la même, et évidemment le corps devait être couvert.
Ça donnera d'ailleurs lieu plus tard à une loi sur les cabarets aux Oui, États-Unis, dans les années 20, oui, qui tout à va fait. imposer des licences spéciales aux établissements pour restreindre un peu justement cette liberté qui avait été prise, notamment par rapport au corps des femmes qui étaient exhibés et qui vont Oui, interdire. du coup, ces présentations de spectacles un peu nus, ne seront tolérées que si effectivement c'est des reconstitutions historiques ou éventuellement, des danses appelées exotiques, ou afro-cubaines. Oui. Et on verra avec d'autres exemples que l'exotisme pouvait justement être le Oui, prétexte à dénuder, puisque à partir du moment où c'était ancré dans un ailleurs, c'était davantage considéré comme tolérable. normal ou permis et autorisé. Alors ensuite, on revient du côté de la France, on repasse Du côté de la France, bah oui, retournons vers la à France, la France avec Kiki. avec Kiki de Montparnasse. Alors, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette œuvre de Man Ray, qui est très célèbre, parce que Man Ray est célèbre, mais que, je ne sais pas si tout le monde sait toujours qu'il s'agit du dos du début de croupe de Kiki de Montparnasse. Tu veux enchaîner, Jérôme, dire quelques mots sur Oh Kiki? non, 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 je te laisse parler sur Kiki de Laisse Montparnasse, je veux pas dire de bêtises. Alors, quelques mots, bah, c'est bien entendu son pseudo. Elle s'appelle Alice Prin et elle a commencé finalement, enfin, sa carrière comme modèle, hein, ce qu'on voit bien avec les diverses œuvres qui sont présentées ici, un tout petit panel des nombreuses œuvres qui la représentent, parce qu'elle a été un des modèles favoris de beaucoup d'artistes de l'époque. En vrac, Chaim Soutine, chez qui elle a habité quand elle a fui sa mère, ou plutôt que sa mère l'a jetée dehors, Fujita, Paul Éluard, André Breton, donc ça c'est aussi côté littérature, et bien sûr Man Ray, hein, dont on a vu certaines représentations, dont elle a été un des modèles fétiches, avec notamment cette photo, le violon d'Ingres qu'on voyait au début. Et Kiki a aussi eu une carrière de peintre elle-même, mais on a plutôt le souvenir de ce genre d'image, c'est-à-dire ce modèle, cette femme qui euh, considérée comme une femme à homme, selon l'expression de l'époque, autant dire qu'on ne la tenait pas en grande estime, qui se dénudait donc, puisqu'elle était modèle, et qui se dénudait moins, mais vous voyez, rien que ce geste avec les jambes peut être considéré comme hautement érotique et sulfureux. Elle a été aussi artiste, danseuse et chanteuse dans les cabarets, où elle a été élue reine de Montparnasse, et elle a participé notamment à des spectacles au concert Mayol, au Bœuf sur le toit, ou encore au Moulin de la Galette. Avant Ouais, de elle chantait, Elle hein. chantait, oui, elle a dansé un peu aussi, mais Oui. principalement elle a chanté, ouais. Ouais. Et elle a fini par ouvrir son propre cabaret chez Kiki. Alors ici, vous la voyez avec Fujita, euh, une image de Fujita. On se disait en la revoyant qu'on a moins l'habitude de voir. Et ensuite, on revient justement à cet exotisme que Jérôme évoquait avec le burlesque américain, en évoquant une figure importante et sulfureuse pour Heureuse. d'autres raisons en France, c'est le Matahari. Tu veux dire quelques mots, Jérôme? Oh bah non, je te laisse, j'avais dit que je te laissais faire sur ça. D'accord, ok. Alors, elle aussi, bien sûr, c'est son pseudo. On connaît assez bien en général son véritable nom, qui est Margaret Zelle, qui est d'origine néerlandaise et qui est épouse de John MacLeod, un officier de l'armée coloniale. On rejoint cette histoire coloniale européenne, et ils ont vécu tous les deux, donc le couple à Java, ce qui explique aussi la carrière qu'elle va faire en France comme danseuse javanaise. Elle se fait même en général passer pour une prêtresse initiée au mystère de Java. Et le pseudo de Matahari signifie œil du jour en malais, et elle va créer aussi, bon, comme beaucoup d'artistes, elle n'est pas la seule, sa légende, dont
une grande partie est complètement fictionnelle, pardon. Et en fait, très vite, elle va d'abord se produire dans les salons où comment dire, la loi ne s'applique pas avec la même rigueur, puisque dans des soirées privées, on peut se dénuder ou on peut avoir des propos qui ne seraient pas admis sur une scène. Et avec ces danses dites de Java, elle est toujours en tenue extrêmement légère. Hein, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et ces danses sacrées de Java qu'elle présente à partir de 1905, notamment au musée Guy Mémet, et puis ensuite dans beaucoup de lieux de spectacle, la montre notamment avec des sortes de danses des sept voiles, un peu les danses de Salomé, des jeux de lumière. Elle a fait aussi des tournées européennes. Et en fait, elle n'a jamais eu de procès ou de soucis avec la loi, contrairement à d'autres artistes qui ont pu déjà être évoqués ou qu'on évoquera par la suite, parce qu'il y avait ce prétexte, j'ai envie de dire, en tout cas pour la morale de la danse sacrée, lointaine, justifiant ce corps mis plus ou moins à nu. Et bien sûr, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est la partie qu'on connaît en général le mieux sur Mata Hari. Elle a été accusée pendant la Première Guerre mondiale d'être une espionne à la solde de l'Allemagne. Elle a été fusillée en 1917, et c'est quand même beaucoup ce qu'on a retenu d'elle, même si dans l'histoire du spectacle, chez les historiens et les historiennes de la danse, évidemment, Mata Hari est étudiée et connue pour ses prestations chorégraphiques. Alors, on parlait de la morale, justement, et de ces problèmes avec la loi, et c'est la page qu'on va ouvrir maintenant sur comment dire, les contraintes légales qui pèsent. On a évoqué la censure, mais les autres contraintes légales qui pèsent sur les spectacles, avec notamment le sénateur Béranger. Non, Oui. non, Jérôme ne veut pas. Tu Non, ne veux non, pas non, mais parler de si. Béranger. Ah non, je ne veux pas parler de Ah, Béranger. d'accord. Alors, Mais juste. je te laisse faire, je m'occupe du Crazy Horse après. Jamais de Crazy Horse, d'accord. Les rôles sont répartis, vous voyez. Non, juste un mot pour compléter donc ce qui a été dit sur donc la censure. En dehors de la censure, qui est un système légal mais qui va disparaître en 1906, le sénateur Béranger va, avec sa ligue contre la licence des rues, va mener une véritable bataille qui va faire vraiment la une, les choux gras des journaux, etc. Bataille dite bataille du nu, qui s'offusque en fait à la fois des affiches de spectacles sur les colonnes Maurice, mais aussi ailleurs, des couvertures de romans ou de journaux, mais bien sûr aussi des spectacles. Donc il y a des tas de procès qui sont intentés à des spectacles non, autorisés par la censure, et qui vont terminer en fait, devant le tribunal pour avoir été assigné en justice par le sénateur Béranger. Je vais citer par exemple la pantomime qui s'appelle Dans un rêve, qui a été donnée aux Folies Pigalle en 1908 avec Mademoiselle Emos, qui interprète un modèle alors d'un statuaire. Donc vous voyez que ce mythe du modèle évoqué par Kiki va donner lieu. Alors on a eu les levées et les couchers, et ensuite on va voir la grande tendance des tableaux vivants, puisque pour contourner l'interdit de nudité, l'idée est de représenter des groupes de sculptures ou d'étoiles, puisque le nu antique, par exemple, est considéré comme extrêmement légitime, esthétique et beau. Donc, on va représenter ça sur scène. Et donc là, les critères sont extrêmement stricts. Il faut être immobile pour que ce soit artistique. Le nu en mouvement est considéré comme obscène, et très important, le poil. Les poils, devrais-je dire. Une interprète, souvent ce sont très majoritairement des femmes, il y a rarement d'hommes. Les interprètes qui sont rasées, je cite là, rasées aux aisselles et au pubis, dans le cas de Mademoiselle Emos, lui permettront, ce rasage, cette épilation lui permettra d'échapper à la condamnation, parce qu'on considère dans ces cas-là que le poil est obscène, et que l'épilation
rend sensible la volonté esthétique. Donc, voilà, simplement le citer, les titres de spectacle peuvent être incriminés également. Il y a vraiment une chasse importante, à la fois à ces tableaux vivants, dont certains vont être autorisés, d'autres vont être condamnés par la justice, mais souvent pour d'autres raisons que le nu, et on y reviendra dans une autre thématique. On va quand même reparler un petit peu du prom-noir, qui est quand même, non pas un accessoire, mais une partie du music hall, qui était un espace, qui sont des espaces aménagés à l'intérieur du music hall. Il y en a eu plusieurs, Nathalie, il faut que juste que tu me confirmes les choses. Il y a eu les Folies Bergères, il y a eu l'Élysée-Montmartre, il me semble. Le Nouveau C'était Cirque en avait un également. Ouais, et c'était un espace effectivement, déjà les bars étaient un peu aménagés, pour faire que, le client vienne, puisque c'était plutôt des serveuses qui étaient, habillées de manière assez généreuse, hein, Oui. il me semble. Et le Prom-Noir était un espace effectivement, en dehors du spectacle, dans lequel les gens pouvaient aller dans la salle de spectacle et passer, dans lequel effectivement, s'y pratiquait le commerce, un commerce, un peu particulier de la prostitution. Oui, Voilà. avec aussi bien donc vente de consommation. Vous voyez que du Promenoir, on peut voir quand même le spectacle, alors moins bien, on est très en hauteur et la plupart du temps, c'est pas l'intérêt de se trouver sur le Promenoir, mais les places sont aussi moins chères. Donc on a à la fois un public qui vient parce que c'est plus accessible financièrement que les places, par exemple, à l'orchestre qui sont très chères, mais on sait très bien que l'essentiel, alors là, vous voyez les deux Promenoirs, on a multiplié les espaces qui sont connus, enfin, il y a régulièrement des descentes de police puisque les filles sont encartées, et que celles qui n'ont pas leur carte peuvent être emmenées et Oui. emprisonnées si elles ne sont pas déclarées, et avec les visites médicales obligatoires, etc. Donc on a aussi bien la vente d'alcool, vente de fleurs, vente de cigares, que on le sait, beaucoup de personnes se rendent au Promenoir, donc des prostituées pour trouver une clientèle, et des amateurs ou amatrices pour trouver effectivement la personne avec qui repartir. Voilà, à peu près pour ce sujet-là. Alors là, on a une belle, alors je n'ai toujours pas compris si c'était une photo ou si c'était un tableau, mais il me semble que c'est une photo Alors du c'est une Prom-Noir. photo, c'est une photo. Ouais, une photo du Prom-Noir. Ça, c'est les Folies Bergères, c'est là où on a le plus d'images du Promenoir. Et là, vous voyez, Alors on voit les ouais. commerces. Alors on fait un peu le yo-yo du coup avec Nathalie, parce que c'est vrai que du coup on peut pas aborder de manière chronologique les choses, parce que les choses sont un petit peu, se passent un peu avant, un peu après, puis il y a des mouvements qui se croisent. Du coup, on vous avait parlé sur la première conférence des gommeuses, qui sont un peu, des effeuilleuses, c'est-à-dire des femmes légères avec plutôt, moult jupons, voilà, qui ont inspiré un peu les burlesques, heu, aux États-Unis, et que du coup en France, dans les années 20-30, on va dire à peu près, les gommeuses n'existent pratiquement plus, hein. On peut trouver quelques baraques, foraines qui abritent des danseuses qui se déshabillent pour 50 francs, sur une estrade. Et dans le centre de Paris, il y a quelques cabarets quand même qui jouent sur la nostalgie, avec un French cancan, une danse de ballon, et au Tabarin, on remet en scène. Le Tabarin est un music hall qui se trouvait à Pigalle. On remet en scène le traditionnel déshabillage de la Parisienne, et du coup, pendant l'occupation, bah, il y a que le concert Mayol qui continue à présenter des revues mêlant gommage, tableaux vivants, couplets, satiriques, jusqu'à la Libération, et qui se proclame le temple du nu. Oui. Mis à part ces quelques numéros rétro, il y a quelques danseuses qui se produisent sur des scènes de music hall, mais
on sent bien que le déshabillage appartient à une autre époque et du coup, dans les années 50, comme les Européens s'enthousiasment à juste titre pour les chewing-gums, les sex symboles, les vedettes hollywoodiennes et le striptease, ben, le striptease accoste un peu la France et s'y propage dans les pays voisins. On ne parle pas des revues avec Nathalie Dulido du Moulin Rouge. Ça sera le sujet on l'espère, d'un autre temps de travail. Mais là, on s'achemine vers ce qu'est vraiment le striptease. Et du coup, dans les années 50, il y a une espèce de boulimie du striptease. Et alors, j'ai fait une petite liste de cabarets qui proposaient ce genre de choses dans les années 50. Donc, il y avait le Sexy, le Lido, la Nouvelle Ève, le Clair de Lune, le Lucky Strip, le Scheherazade, le Cabaret des Capucines, le Carousel, le Colibri, la Dolce Vita, le Grisby Club, l'Aiglon, les Folies Pigalle, le Sex Appeal, le Casino de Paris, le Théâtre de l'Étoile, le Théâtre de la Comédie. Et donc, les feuillages commencent à se faire un peu à la chaîne et on organise même des déshabillages d'amateurs et des strips permanents. Oui. Et il y a eu une académie du striptease qui a été Tout à fait. fondée en 1955. Et là, ce côté institutionnalisation montre bien l'évolution que vient de retracer Jérôme. Et là, on voit sur un programme du concert Mayol qui, effectivement, avait tenu la corde et se proclamait temple du nu. Et la plupart des titres intégraient l'adjectif nu. Ils ont décliné, comme les Folies Bergères mettaient toujours folie dans leur titre, le concert Mayol, en général, mettait nu. Les titres se voulaient, on a voilà, nu, nu, nanette, on peut citer la parade du nu, cache ton nu, etc. Et l'idée était évidemment de mettre en appétit les publics. Mais ça montre bien à quel point ce striptease s'est extrêmement développé. Et dans cette institutionnalisation, on pourrait dire aussi que les chiffres sont extrêmement imposants par rapport à d'autres salles de spectacle, notamment les théâtres, où les établissements où sont proposés des striptease gagnent bien plus d'argent, font bien plus recettes que par exemple les théâtres. Et enfin, les sources, en tout cas, que j'ai pu consulter sur les vedettes. Alors, il faut toujours faire la part des choses entre les vedettes et d'autres personnes moins auraient gagné de confortables revenus, plus aussi que certaines vedettes de théâtre, ce qui sans doute explique aussi ce développement. Et donc, à une époque où Lynn Renaud menait la revue au Moulin Rouge et Annie Cordy menait la revue au Lido, Oui. s'ouvre en France un établissement qui va devenir important, qui est qui est le Crazy Horse Saloon, qui a été ouvert par Alain Bernardin en 1951, avenue Georges V. Alors, le Moulin Rouge du départ n'a rien à voir avec ce que l'on a comme image quand on parle du Crazy Horse Saloon maintenant, puisque la première soirée, c'était une soirée où il y avait un orchestre de country et une revue 1900 qui s'appelait Gay 90, Gay 90, aucun striptease. On sait aussi qu'à cette époque, Magali Noël, dont on connaît le fameux Fais-moi mal Johnny, Oui. œuvrait au Crazy Horse Saloon en chantant parmi la clientèle et d'un coup de pied, faisait sauter les chapeaux et buvait dans les verres des clients. Comme les danseuses de Cancan à l'époque. Tout à fait. Mais quelques mois, plus tard, en fait, Bernardin, commence à esquisser une ébauche de spectacle burlesque avec 2 actes comiques, Miss Fortunia, qui est une danseuse nue des Folies Bergères, qui reprend le vieux numéro de la puce, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait partie des numéros de «déshabillage» entre guillemets, où effectivement, sous prétexte qu'une puce se trouve dans un vêtement, on est obligé de se déshabiller. Voilà. Et puis, après, il commence à engager
d'autres femmes qui vont devenir un peu les pionnières du striptease français, Diamonds Baby, Laure Gérard, Candida qu'on voit dans un fameux numéro de Noir. Baignoire, tout à fait. Et puis Rita Cadillac, qui se déshabille comme une effeuilleuse du Far West. En 1957, Lily Niagara est séparée de la salle par un filet et les ombres projetées sur sa peau, qui la quadrille, la fragmente, donnent une image de la femme qui est un peu prise au piège et par le regard de l'homme. Et c'est à partir de là que Bernardin va commencer à imaginer, concevoir, expérimenter au fur et à mesure des projections lumineuses sur le corps de la femme, des effets graphiques sur les stripteaseuses qui deviendront ce qu'on connaît, cette marque de fabrique inimitable du Moulin Rouge. Voilà. Du Crazy. Du Crazy Horse Saloon, pardon. Tu veux dire la perruque carrée. La perruque, mais surtout les projeter sur le corps, en fait. Voilà ce qu'on est en train de voir. Avec un corps qui, du coup, est à la fois maquillé pour pouvoir bien refléter la lumière et toujours habillé de lumière. Ça, c'est assez intéressant parce que, par rapport à ce que Jérôme disait sur cette première revue 1900, 1900, c'est l'époque où Loïc Fuller, alors qu'il n'était pas nu, mais travaillait avec des voiles et des jeux de lumière et c'était considéré comme extrêmement sulfureux aussi pour une danseuse d'avoir le corps sous les voiles et les jeux de lumière. Alors, la comparaison, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison. C'est intéressant de voir ce fil aussi esthétique sur les jeux de lumière. On va passer à une deuxième partie maintenant, un peu plus tout autant sulfureuse. Le corps qui change de genre. Oui. Voilà, on a une petite vidéo d'introduction avec un peu hommage aux travestis sur une chanson d'Odette. Vas-y. Une chanson d'Odette. Chanson que nous avons ramenée de Seine-et-Oise à Bouffémont. Allons-y! Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Bouffémont. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, il passe ses journées entières à Bouffémont. Il délaisse même ses affaires pour Bouffémont. Il n'a pas, je vous le certifie, d'autre ambition. Son seul plaisir dans la vie, c'est Bouffémont. Toutes les fois qu'il doit se rendre à Paris pour quelque temps, en l'embrassant d'un air tendre, je lui dis ne reste pas longtemps, mais loin de moi il a le cafard, et 2 ou 3 jours plus tard, il reprend le train d'urgence pour Bouffémont. Et pendant le trajet il pense à Bouffémont. L'exil pour lui c'est bien rude, le pauvre garçon, il a tellement l'habitude de Bouffémont. Comme jamais on ne se quitte, je vous jure que quelquefois, à la fin cela m'irrite de l'avoir toujours devant moi. Je lui dis va donc faire un tour, et là s'il revient toujours, il est tout le temps dans mes jupes à Bouffémont. La seule chose qu'il préoccupe, c'est Bouffémont. Des fois c'est une rigolade, comme distraction, il invite ses camarades à Bouffémont. Couplet patriotique. Comme il est très sympathique, la municipalité, dans un geste magnifique, l'a fait nommer député. Et maintenant, il n'y a pas d'erreur, afin de plaire aux électeurs, faut voir comme il se démène pour Bouffémont. Mais je crains qu'il se surmène à Bouffémont. J'ai beau lui dire par prudence, mais ménage-toi donc voyons. Et le lendemain, il recommence à Bouffémont. Elle est merveilleuse. Non, je disais, j'espère que comme nous, vous l'aurez dans la tête pendant une bonne semaine. Ça marche très très bien en général.
Et donc ça, c'était la vidéo et la chanson pour introduire ce volet sur les travestissements et le transformisme au cabaret. Et on commence par sans doute la personnalité la plus connue historiquement, qui est Barbette. Oui, que Nathalie, vous- je te laisse en parler parce que Ouais. je pense que tu es beaucoup plus spécialiste que moi sur, sur cet artiste américain qui est né en 1899 au Texas. Oui. Et qui va faire une carrière très importante en Europe avec beaucoup de tournées, même s'il en fera aussi aux États-Unis. Et la particularité du numéro de Barbette, euh, qui se produit à la fois dans les cirques et dans les musicals plutôt, mais il était Oui, impossible de ne pas en mais parler. Vas-y. Mais Nathalie, il faut quand même préciser que quand même, c'était effectivement, il était trapéziste et fil-déferriste, mais c'était un artiste qui maîtrisait sa discipline parfaitement. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va aborder comme détail, qui est quand même un détail de genre, mais qui est pointu, ne retirait, justement, était un petit peu le plus absolument merveilleux de la chose, parce que c'est un artiste qui a toujours été encensé par rapport à son travail de cirque. Oui, oui, son travail d'acrobate, trapéziste, fil-de-ferriste. Effectivement, il y a une concurrence qui est rude et euh, vraisemblablement, c'est aussi le moyen de proposer autre chose avec son numéro, c'est-à-dire de ne pas proposer un énième numéro euh, de trapèze, par exemple. Et les premières fois, ce qui fonctionne très bien, c'est que donc Barbette se présente comme vous le voyez sur plusieurs des photos, fait son numéro, tout le monde s'extasie, on a des témoignages, donc là vous voyez à la scène et à la ville, on a des témoignages d'hommes qui en gros avaient un gros coup de cœur ou de désir pour cette jolie trapéziste, et à la fin Barbette enlevait sa perruque pour jouer justement donc là quand on est dans le premier tiers du XXe siècle, c'est extrêmement moderne ce jeu avec les genres, donc qui ne voulait pas conserver l'illusion, il terminait toujours son numéro en ôtant sa perruque, et, et ça, enfin, on aurait pu penser que du coup l'intérêt allait s'émousser une fois que tout le monde savait que Barbette était un homme. Et en fait, ça a été sa marque de fabrique. Donc, la première fois, la surprise, et ensuite, un personnage, là je parle du personnage qu'il a créé, le personnage de Barbette, qui est perçu comme androgyne. Donc, ça correspond très bien aussi à ce qui se fait en matière de création de personnages dans beaucoup de salles de spectacle, et ça plaît au public, et sa carrière va être extrêmement longue, et beaucoup d'artistes vont, je ne vais pas dire imiter Barbette, mais en tout cas vont reprendre ce truc d'un personnage féminin Oui. et qui se révèle à la fin. Il y a notamment Mickey qui faisait ce type de numéro avec des robes extrêmement sexy, bien sûr la perruque, et à la fin retirer la perruque pour révéler qu'il était un homme. Et le public va raffoler de ce type de numéros. Et il y a eu énormément aussi de journaux qui expliquaient, enfin, il y avait des interviews de Barbette qui expliquaient le nombre d'heures passées à se préparer les collants, le choix des collants, le prix. Enfin, voilà. Donc, ça a été vraiment presque une légende vivante en son temps, Barbette. Barbette qui a inspiré le personnage principal du film Victor Victoria. Oui, absolument. Et que Voilà. vous pouvez voir aussi dans un film de Jean Cocteau qui Jean s'appelle… Cocteau, Le sang d'un poète, où elle porte une robe du soir créée par Madame Chanel. Oui, absolument. Euh, Eh bien, on- on va poursuivre dans le musical parisien avec une partie un peu particulière. On avait déjà, je crois, il me semble, un peu évoqué la Revue Nègre lors de la première conférence, il me oui, semble. Non, oui, c'est ça? Ou non, la deuxième peut-être. Non, bon, on en a parlé un tout petit peu, la première, je voilà. Et on va donc du coup vous présenter deux personnes importantes par rapport
au travail du corps elles ont pu porter et apporter. Et Nathalie, tu vas nous parler déjà de Feral Benga. Benga, oui. Donc, vous voyez à l'écran, donc qui s'est produit entre autres au Folies Bergère. Je voudrais commencer par dire qu'il a eu non pas une double, mais une triple, une quadruple carrière. Il a été danseur et chorégraphe, je tiens absolument à le dire, et il a créé aussi des danses et des spectacles avec des danseurs classiques. Et il a eu toute une partie de carrière au music hall. Alors, dans cette thématique-là du travestissement et du transformisme, il y a notamment une revue des Folies Bergères où il est avec Joséphine Baker et où il fait pas une parodie, mais enfin où il imite Joséphine Baker et ça a énormément plu au public, ce travestissement en Joséphine Baker. Mais il a eu l'essentiel de sa carrière, non pas dans ce travestissement en Joséphine, c'est pas devenu un rôle à part entière dans sa carrière, mais de danseur extrêmement admiré. Alors pour ses danses, je précise qu'il n'a aucune formation chorégraphique, hein, mais son corps presque unanimement trouvé comme plastiquement parfait, ce qu'on peut difficilement lui dénier, a énormément été exploité au music hall pour ses capacités acrobatiques et ses capacités plastiques. Et au music hall à cette époque-là, plus qu'au cabaret sans doute, hein, même si on a évoqué cet attrait pour l'exotisme et l'ailleurs, les corps noirs comme celui de Feral Benga ou de Joséphine Baker, dont on va parler ensuite, renouvellent aussi la plasticité et l'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ouverture. Donc Feral Benga a ce physique assez aisément androgyne, et on verra que Joséphine Baker a aussi, notamment au début de sa carrière, cette capacité à se mouler dans des personnages aussi bien d'une hypersexualisation féminine que de garçons. Et ça, ce sont des aspects extrêmement importants qui font aussi bouger les lignes de la morale et de la réception du public. Dis quelques mots sur Joséphine, Jérôme. Bon, bah, je vais te laisser la parole. Juste, bah, que dire de Joséphine, qui est quand même arrivée en France, pas pour être la vedette de cette revue Nègre, mais qui est devenue, de par son espièglerie et de par l'utilisation effectivement du peu de liberté qu'elle avait, c'est-à-dire de pouvoir danser, laisser parler aussi, sa nature un peu excentrique sur scène, est devenue, une vedette et qu'elle a utilisé ça de manière, relativement, je veux dire, positive pour, devenir, la concurrente directe de Miss Tinguette sur les scènes de music hall et de voir sa carrière, surtout à l'international, heu, se faire. Puisque comme vous le disiez, sur la dernière conférence, sur les cabarets berlinois, la folie Joséphine Baker allait au point où les femmes effectivement, se coiffaient à la garçonne avec, la brillantine, Joséphine Baker, voilà. Et que c'est son excentricité, sa manière de vie aussi, puisqu'elle ne faisait pas non plus cas de ses aventures masculines et féminines, heu, sa grande liberté de ton, sa grande force et puis son talent aussi, parce qu'on va voir d'ici quelques instants des images, font d'elle une vedette, la vedette qu'elle a été rapidement et qu'elle restera, tout au long de sa vie. Parce que en plus, moi ça me touche, là je fais un petit couplet personnel, mais moi ça me touche effectivement qu'on sollicite, l'État pour que Joséphine rentre, au Panthéon, parce qu'au-delà de cette simple histoire de music hall, c'est un personnage absolument attachant, merveilleux, qui a combattu, pour la France au moment de la guerre, 39-45, qui a une vision du monde, très humaniste malgré, tous les coups qu'elle a pu recevoir et malgré d'où elle venait, étant petite, c'est vraiment la force de vie, l'incarnation
de la folie sur scène, la brillance et la joie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il me semble qu'on en avait parlé, donc a priori dans la première, mais peut-être que c'est la deuxième, peu importe. Mais effectivement, alors, cette tristement célèbre ceinture de banane, je ne Oui, voudrais pas m'apesantir parce que, voilà, enfin, sur tout ce qu'il y aurait à dire de discrimination, de racisme, enfin, on est encore dans cette période coloniale, bien donc c'est sûr. très exacerbé. On a choisi de pas développer pleinement cet aspect, il y aurait beaucoup à en dire. Je Oui, voulais juste signaler que ça, c'est dans l'histoire du nu de Romy, qui a composé plusieurs histoires du musical et aussi du nu, qui explique, elle ne l'a pas dans ses mémoires, elle a écrit plusieurs fois ses mémoires, que quand, notamment au moment de donc cette ceinture de banane, c'est pas la revue Nègre, donc ce sont les oui, spectacles suivants aux Folies Bergères, que d'abord c'était extrêmement lourd, extrêmement douloureux et qu'elle était blessée à chaque fois. Enfin, j'insiste, le sourire devait cacher les souffrances que ça générait sur son corps. Et elle écrit à sa mère. Ça rejoint cet élan de vie, c'est ce rire que Jérôme évoquait, que ces Français sont vraiment incroyables, qu'elle est payée et très très bien payée pour montrer ses 3 petits points, et qu'elle n'en revient pas d'être payée pour ça, quoi. Et ça montre bien aussi toujours ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette lutte pour la visibilité, alors pour elle aussi en tant que femme noire, qu'elle va beaucoup développer progressivement dans sa carrière en tant que femme, mais aussi plus généralement pour toutes les personnes noires et les combats afro-américains plus précisément, mais aussi cette lutte pour des corps plus visibles et plus dénudés, même quand on arrive à la fin des années 20. tout à fait. Et donc, on continue notre Eh ben, on panorama. poursuit. Alors, on va parler plutôt de cabaret fixe avec un petit point comme ça qui va se développer là sur quelques temps. On va vous parler de Madame Palmyre, qui est une figure du Paris lesbien du 19e siècle, hein, qui tient un cabaret qui s'appelle La Souris et qui est à Pigalle, à Montmartre, qui est fréquenté par les homosexuels des 2 sexes. Voilà. Hem, alors on va avoir une illustration parce que en fait, voilà, ça c'est un dessin de Toulouse-Lautrec, qui était un habitué de chez Madame Palmyre à La Souris et qui a même vécu à un moment donné, au-dessus. Alors du coup, à la fin du siècle, elle ouvre, un autre établissement, qui durant plus de 50 ans va devenir, un espace fréquenté par la population homosexuelle. Ça sera le Palmyre, qui est un restaurant de nuit, un bar situé, 5 place Blanche et Madame Palmyre, elle est secondée par, Bob, Giguet, dit Bobette et en 1914, Bob, bah, part à la guerre, sur le front. Madame Palmyre ferme le restaurant et à la fin de la guerre, en 1919, elle le cède à Bob Giguet, qui en fera le Liberties Club, dont on va vous parler d'ici peu de temps. D'ici peu de temps, oui. Comme toujours, il y a beaucoup de croisements entre les personnalités, entre les lieux qui changent de nom, et c'est pour ça aussi qu'on traverse la chronologie pour essayer de faire des liens Tout à fait. à peu près faciles à suivre. Et donc, on va vous parler maintenant d'Odette qui, justement, a travaillé dans ce fameux Liberties. Euh, tu, De tu- son de son vrai nom, René Goupil, oui, qui commence sa carrière comme décorateur étalagiste et qui débute la chanson en 1932, bah, notamment aux Liberties. donc, Voilà, alors, heu, et qui a là travaillé aussi justement avec Kiki de Montparnasse qu'on évoquait tout à l'heure, et d'autres tout à personnalités fait. qu'on évoquera. Alors du coup, je ne sais pas si on peut dire que c'est le premier chanteur travesti ou transformiste parce que du coup, lui, c'était vraiment plus dans l'incarnation de personnage, donc c'est
c'est ça. La frontière entre le travesti et le transformisme, là, elle est un petit peu particulière. Mais enfin, lui, il reprenait plutôt des chansons du répertoire de 1900, donc le répertoire des cafés-concerts, Oui. avec des bluettes plutôt kitschouilles qui ont été créées, donc celles qu'on vous a entendues tout à l'heure, de Soin de Soi, mais avec toujours un humour pas possible, puisque à chaque fin de chanson, elle ponctuait, Odette ponctuait par «Elle est merveilleuse». Voilà. Et donc elle faisait des évocations caricaturales de personnages comme la vieille châtelaine, au lorgnon tombant, la pucelle de profession, la chaisière, la punaise de sacristie. Et puis aussi, il imitait des personnalités de l'époque, Cécile Sorel et puis Mistinguett aussi. Et du coup, en 1933, il prend la direction, d'un cabaret rue Notre-Dame-de-Lorette qui s'appelle Le Fiacre, où il invective le public avec ce fameux «Elle est merveilleuse», et où il fait venir, des artistes comme Fréhel, Georges Lambrose, dont on a vu tout à l'heure le petit carton, qui en Mmh. fait sera Georges Guettari. Elle y accole aussi, Léo Marjane, Charles Trenet et Johnny S. Et un an plus tard, il rachète l'abbaye de Thélème, place Pigalle, et le transforme en un autre cabaret qu'il baptise La Noce, qui deviendra, Chez Odette. Odette ne se cache absolument pas d'être homosexuelle, voilà. En 1940, Odette, elle va devenir, la vedette d'une revue à l'ABC, qui est un autre music hall important de cette période, dans la drôle de revue où il se livre à une imitation de Hitler en folle incarnée. Du coup, l'occupation allemande arrivant, ça l'incitera à partir plutôt en zone libre et à Monte-Carlo. Mais Odette reviendra après la Libération et participera à différents spectacles de music hall jusqu'en 1946. En 1946, excusez-moi, en 1946. Voilà. Oui. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, elle a enregistré 4 ou 5 chansons. On a très, très peu d'images de ce personnage. Là, vraiment, là, on a creusé pour pouvoir vous montrer des images de Odette, mais Il y a voilà, quelques enregistrements audio, mais effectivement pas ouais, tant que ça d'images. Surtout eu égard à quand même une carrière longue et oui, extrêmement remplie, ouais. Avec oui, ces personnages évoqués par Jérôme, enfin, c'est aussi la marque de fabrique d'Odette, enfin, c'est Odette et une déclinaison de personnages, d'une galerie de portraits dans tous les spectacles. C'est aussi ce qui se passe avec un autre artiste très incroyable qui est Charpini. oui. Tu voulais On parler de est la on petite on chaumière. en bah, c'est comme on veut. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, sinon, notre amie Alexia va nous en Ah vouloir. non, la petite chaumière, avec Ardonnette à Hem, Tonton. oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, je suis un peu perdu, hein, excusez-moi. Pam, Alors, pam, 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 parce que j'ai fait mes petites fiches mal. Oh, j'ai mal fait mes petites fiches. On ne devait pas parler du Liberties avant. on peut. Bon, rapidement, parce que c'est vraiment important. Du coup, il y a une petite période, à partir de 1919, du coup, où le Liberties Bar, qui était anciennement le restaurant de Palmyre, devient le Liberties Bar, qui sera dirigé donc par Bob Giguet, bon, qui est danseur, et puis un transformiste, Jean Dalbret. Alors, c'est pas encore ça. Non, 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 non. Oh là 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 là, on n'est pas encore à cette période-là. Et qui sera un endroit plutôt select. Évidemment, on est toujours sur la même formule un petit peu de la réplique un peu cruelle et drôle des hôtes de la maison. Voilà. Alors, Tu peux dire. Beaucoup d'établissements changent de nom, hein. Ce qu'on a vu par exemple avec Madame Palmyre et tous les lieux qu'elle a dirigés ou Odette. On va retrouver aussi les mêmes personnalités, hein, comme Bob Giguet, hein, qu'on a vu avec Madame Palmyre, qu'on retrouve au Liberties, qu'on va retrouver aussi dans d'autres lieux. Et on a évoqué donc Gaston Baheu, dit Tonton, qui
qui lui va donc travailler à la Petite Chaumière. On est dans les années 20. Tout à Je fait. fais une petite parenthèse, on évoque cette période depuis tout à l'heure. C'est dans les années 20, donc juste dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, ce n'est pas anodin quand Jérôme disait ne pas se cacher de son homosexualité ou avoir des numéros travestis, etc. C'est pas anodin parce qu'il y a comme toujours quand il y a une guerre, bon, il y avait déjà la morale qui était très stricte, la censure a disparu, mais tout est surveillé. On a parlé de la Ligue de Béranger, par exemple, ça a été suivi. Après la Première Guerre mondiale et bien sûr pendant et après la Seconde, la morale française et ce redressement de la morale face à l'Allemagne est extrêmement scruté. Donc c'est en soi déjà éminemment subversif que des hommes puissent danser ensemble ou des femmes ensemble n'est pas permis, etc. Donc, on va avoir la Petite Chaumière, puis dans d'autres cabarets dirigés aussi par Tonton, hein, comme le Mimi Pinson, où il présentait ce qu'il appelait des défilés de fleurs, c'est-à-dire des jeunes garçons en petite tenue avec perruque. Et Tonton va racheter aussi de Liberties à Bob Oui. Gillet, etc. Donc, Mais juste précisons quand même que la Petite Chaumière, on considère que c'est vraiment le premier cabaret travesti investi en France. en France, oui, absolument, Voilà. absolument. Hein, dans lequel des travestis se produisaient, ils dansaient entre eux et se produisaient dans des petits ballets. Et on va évoquer maintenant donc peut-être ce Eh ben, personnage. Ouais, Monsieur Charpini, on commence par la vidéo ou on en parle d'abord? on va peut-être les photos, on en parle un petit peu avant? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? avant la vidéo, oui, je pense que c'est bien. Oui. Alors, vous ne l'entendrez pas sur la vidéo qu'on aura tout à l'heure parce qu'on a la chance d'avoir une vidéo, mais où on entend ce duo Charpini et Brancato, mais plus âgé, période où il y a Oui. davantage d'enregistrements. Mais Charpini se définissait lui-même comme un transformiste vocal. Donc ça, c'est une nuance intéressante par rapport à ce volet qu'on évoque. Donc il va du baryton au soprano et il expliquait qu'au départ, c'était vraiment sa particularité vocale qui l'amusait et qui amusait les autres depuis son enfance, mais aussi lorsqu'il a été militaire, lorsqu'il a été appelé au régiment et qui, pour faire rire ses copains, se déguisait et faisait la diva, chantait des airs d'opéra. Et il va former avec Brancato, donc qui est ténor, un duo Oui. extrêmement important et très long avec des parodies des grands airs du De répertoire. l'opéra. Mmh. Mais la différence, c'est qu'effectivement sur le duo, parce que Charpini effectivement a travaillé beaucoup avec Brancato, mais que du coup, spécifiquement sur ce duo Charpini et Brancato, il y avait une volonté de créer de la distance puisque, malgré toute la manière qu'on pourra retrouver d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo, même si c'est en 1976, de toute la manière, un peu folle, comment dire? De la bataille de mots qu'il peut y avoir dedans. Heu, ils étaient habillés toujours en costume, très sobrement justement pour pouvoir, semer le trouble entre effectivement, la parodie, très féminisée et on peut dire un peu folle, du numéro d'opérette ou du numéro d'opéra et puis, ce qu'ils étaient. Par contre, Charpini a fait des revues, et a participé à certaines revues où là, il était carrément travesti, Mmh. vraiment robe à panier, des choses comme ça. Oui, notamment dans une revue qui s'appelait Sex Appeal Paris 32 au Casino de Paris, où il interprétait le rôle principal du troisième sex appeal. Donc, je trouve que pour 1932, cette histoire de troisième sexe était extrêmement intéressante et où la chanson phare du spectacle était Si j'ai la voix d'une fille, j'ai le cœur d'un garçon. Donc là, il expliquait toujours, effectivement, comme l'a dit, c'est très important, ce décalage au cabaret avec le smoking et au musical, Charpini, c'est toujours qu'il gardait,
il portait les robes avec tous les froufrous, etc. Uniquement dans les revues musicales. Qu'est-ce que vous diriez que l'on regarderait bien quand même, cette petite vidéo merveilleuse? Du duo avec aussi des gens que vous allez peut-être reconnaître pour les moins jeunes d'entre nous, disons ça comme ça. Je vous donne un indice, c'est le présentateur et un ancien humoriste. Votre mémoire commence à s'embrouiller. Je crois qu'en 1930, on ne dansait pas avec Jacques Chazot, on s'amusait surtout avec... Avec Charpinot et Brancati. Non, avec Charpini et Brancato. Voilà, c'est à nous, nous sommes dans le thème. Eh bien voilà, nous allons chanter une très jolie page de mon camarade Audran. La mascotte, ça nous portera bonheur à la 7 millième tranche. C'est comment tu bafouilles, Pépère. Enfin, bref. Alors je présente les personnages. Au piano, notre vieil ami Blanchet. Il fait un peu efféminé, mais enfin ça c'est autre chose. D'abord il a des antécédents, pensez que c'est le petit-fils naturel de la mère Bouvard et de Jacques Chazot, alors pensez, c'est ce que je dis. Alors. Alors nous commençons. Alors je présente les personnages. Dis donc, tu sais qu'on nous a demandé pour le Vatican. Hein? Oui, pour le centenaire du pape, on va chanter ce truc-là. On va aller à Rome. Oui, probablement être balancé. Enfin, alors on va aller à Rome. Mais oui, tu penses qu'à Liché, oui, à Rome. D'accord. Le pape, c'est pas à Nantes. Oui. Oh. Allons, Bettina. Alors, je présente les personnages. Bettina, sa femme, jeune gardeuse de dindon de 15 ans à peu près, ce que je fais très près actuellement. Combien? 15 ans et demi. 15 ans et le pouce. Merci pour le pouce. Et pour l'éducation, vous repasserez. Hein? Toujours pareil avec sa crotte. Alors, chiade, regardez, il a gardé sa souplesse d'enfant, mes enfants. On dirait les fesses de la mère Satrich sans son mégot. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, nous y sommes, pépère. Hein, faites pas la salle comme ça. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agit. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Ça, tu bouffes trop, pépère. Ah, tu crois? Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma mère rencontre Oui. ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. Ça, c'est la tension, pépère. Hein, tu crois? J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux glou, glou, glou. Quand chacun de ces bains. Arrête-moi. Arrête. Je t'aime mieux que mes dindons. Je t'aime mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux glou, glou, glou. Quand chacun de ces bains. Glou, glou, je suis la pépère glou. Glou, 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 glou. Que c'est joli, que c'est joli. Ta dent, t'as quelque chose. Lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, Oui. jusqu'au bout des doigts, ça me picote. T'as dû te tromper de pilule, pépère. Hein? Lorsque tu me parles, voilà, que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Quand tu me regardes, j'ai là, Oui. comme une grosse bête qui me chatouille. Ah, t'as fait ça dans le métro, moi. Hein? Enfin, j'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux glou, glou, glou. Quand chacun de ces bains. Glou, glou, glou. Glou. Étends-toi, étends-toi. Est-ce qu'il est pressé, mais... Alors, Bettina. Glou, 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 glou. Eh bien, mon cher Jaboul, oui. Et ben voilà, ça Voilà. fait du bien, hein. Ouais, l'humour, on l'avait dit, mais l'humour fait partie intégrale des numéros, alors notamment de Charpini et Brancato, mais Oui. de plusieurs des numéros dont on a parlé, en fait. Et c'est sans doute une des raisons qui explique aussi que
les sous-entendus. Alors là, il joue beaucoup, il y a une partie sketch avec, mais que dans d'autres spectacles plus anciens, ou quand on entendait à Bouffémont, ça permettait aussi de jouer avec tous les sous-entendus extrêmement limpides pour le public, sans avoir d'ennui. Mais ce qui est intéressant quand même d'en remarquer aussi, c'est que par rapport à ce qu'on disait du point de départ, du cabaret, entre guillemets, «artistique», c'est-à-dire ce sens de l'humour piquant, de l'interpellation un peu vive et un peu maltraitante, avec beaucoup de sourires, comme pouvait le faire Aristide Bruand dans son cabaret notamment. C'est quelque chose qui a marqué beaucoup et notamment les homosexuels artistes, les artistes homosexuels, se sont emparés parce que Odette le faisait du coup. On le sait que dans d'autres cabarets dont, ça se passait aussi comme ça et même moi, hein, dans mon travail, je l'utilise beaucoup, mais c'est, c'est une force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'attaque avant mieux que Avant la d'être défense, en attaqué, fait et que c'est quand même une agilité d'esprit, de faire ce travail-là. c'est sûr. Et on va refermer ce Et volet chapitre! Bah avec, oui, on est déjà en retard. oui, 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 mais avec un lieu qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer. Sans doute que personne n'aurait compris qu'on ne fasse pas un petit salut amical à Michou. Ah, on passe, Ah, directement à ah, Michou? pardon, non, n'importe quoi. Non, non, pardon. Non, non. Non, mais c'est comme Euh, tu veux, hein. ah non, Est-ce qu'on parle rapidement du Liberties, qui est justement un point important? Parce que si on parle de Michou, qui a fréquenté énormément le Liberties de cette époque-là, Nathalie, oui, en un mot. mais oui, non, excuse-moi, j'ai sauté Non, des je lignes. vois, tu vas aller vite, tu vas aller vite, tu vas aller vite, Je tu vas viens de aller dire qu'on vite. est en Oh là retard, là ça doit là être là. pour ça. Alors, ouais, on a évoqué un petit peu déjà tout à l'heure le Liberties, qui fut d'abord le lieu dirigé par Madame Palmyre, qui est un lieu d'accueil aussi des homosexuels, femmes et hommes, avec ces répliques cinglantes Oui, que Jérôme venait de rappeler, qui sont aussi une des marques de fabrique de ce lieu, donc avec Bob Giguet et Jean tout à d'Albret. fait. Et là, là, dans la nouvelle version, effectivement, en 1944, quand ça rouvre avec Gaston Baheu, que l'on appellera très rapidement Tonton, hein, puisque c'était son petit nom, son petit nom. Quand on arrivait chez Tonton, il me semble qu'il fallait lui faire un bisou sur la bouche et Oui, dire: «Bonjour tonton», ce sur quoi il répondait: «Bonjour mon petit». c'est ça. Voilà. Donc on est quand même plutôt dans une ambiance, assez légère, avec toujours ce système de cabaret, où il y a des attractions. Par exemple, il y avait, Serge Davry qui était le briseur de vaisselle, c'est-à-dire qu'il faisait valser les assiettes, aux 4 coins de la salle, ce qui déchaînait une hystérie générale. Heu, les serveurs qui se travestissaient, en espagnol et qui chantaient avec, celle qui va devenir Jackie Sardou, les 3 cloches, voilà. Et puis après, c'est une clientèle quand même huppée, mais à dominante, quand même homosexuelle, qui est composée de grands médecins, d'avocats, de vedettes, d'artistes, voilà. Et c'est un lieu dans lequel, c'est Fernand Sardou qui rejoint Tonton pour assurer la direction artistique en 1950 et c'est un lieu qui va accueillir des grandes vedettes de la chanson, ou des grandes vedettes de la chanson, qui sont déjà, là, moi j'ai noté, bah, évidemment Charpentier et Brancato, Édith Piaf, Georges Hulmer, Odette Laure, Charles Trenet, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour. Voilà, il y Ouais. en a bien d'autres aussi, qui sont venus aux Liberties. Du coup, est-ce qu'on enchaîne avec Michou qui a connu Tonton, ou est-ce qu'on passe d'abord du côté de chez Madame Arthur? Oh, je pense vaut mieux passer chez madame Arthur, comme Hein? ça c'est fait. Ouais, oui. Ah, puis, on ne pourrait pas. Alors là, pour le coup, je reprends ma phrase, on ne pourrait pas ne pas parler. Chez madame Arthur, tout à fait. Avec toi ici, mais même si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas ne pas parler de Madame Arthur. Tout à Euh, fait.
la façon dont moi je le connaissais, enfin, en tant qu'historienne, c'était d'abord avec l'ancien divan japonais, hein, qu'on a évoqué Tout à avec fait. les déshabillages, et qui a ensuite été dirigé par celui qu'on appelait Monsieur Marcel, et qui prend le nom d'une célèbre chanson d'Yvette Guilbert, Madame Arthur. D'ailleurs, on avait passé dans la première conférence un extrait, je crois, du film French Cancan de Renoir, Oui, où il y tout avait à Madame fait. Arthur, Ouais. justement. Alors, Et donc ce cabaret, il ouvre tout de suite. Ce cabaret tout de suite à la fin de la guerre, en 1948. euh, et donc c'est un cabaret travesti, mais avec quand même une particularité, c'est que les travestis chantent, hein. Donc c'est Monsieur Marcel qui est aussi propriétaire du Carrousel du Carrousel de Paris, qui est un peu comment dire, le podium de chez Madame Arthur, c'est-à-dire qu'un artiste, une artiste qui fonctionne bien chez Madame Arthur, passe au Carrousel et peut avoir les tournées internationales, qui va être une chose importante puisque, ça va être les premières tournées «travesties» entre guillemets, dans le monde, avec, les tournées du Carrousel et de chez Madame Arthur. Heu, à cette époque-là, les chansons sont accompagnées par un petit orchestre. Moi, je reprends juste ce que Bambi, dont je vais vous parler tout à l'heure, a écrit sur Madame Arthur, hein. À cette époque-là, ils sont accompagnés d'un petit d'orchestre. Il y a pas de musique enregistrée. Au piano, c'est Monsieur Gainsbourg, le père de Serge, dont je vous donnerai un petit détail tout à l'heure, qui assure la musique. Le spectacle commence à 11 heures du soir et se termine à 5 heures du matin. Il est composé, de tableaux à thème qui durent entre 30 et 40 minutes et sont séparés par des entr'actes, pendant lesquels le public danse sur la scène. Et je reprends ce qu'on vient de dire juste avant. Bambi précise: Si 2 hommes ne peuvent pas danser ensemble, si cela arrive, l'orchestre s'arrête de jouer sur ordre du patron, car la police menace de fermeture, administrative pour attentat aux bonnes mœurs. Voilà. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, déjà avec Béranger et Oui, les autres, toutes les autres personnalités politiques. Donc, effectivement, deux femmes, selon l'attitude, ça peut être considéré comme licite, mais pas deux hommes. Et il peut y avoir, enfin, il y a des descentes régulières de police, en tout cas, là, quand on parlait par exemple des lieux euh, qui avaient un public notoirement homosexuel, il était régulièrement victime de descentes de police pour vérifier si tout respectait la légalité, tout à fait. la loi en vigueur, etc. Donc c'était, enfin, d'où le besoin aussi à la fois d'un humour résistant à toutes ces épreuves, euh, y compris dans la vie des artistes. Là, vous Tout à voyez fait. une magnifique planche là, des artistes des années 50-60, hein, si je ne m'abuse. Là. Alors, Madame Artiste, qui est quand même spécialisée dans le numéro de travesti burlesque et dans les chansons de charme, accueille une première troupe qui est d'artistes qui est très importante. Voilà, on voit Coccinelle là, mais il y a Capucine, il y a Manon, il y a Chantal, il y a Chantal Chambord, il y a Vanda, il y a Claude Carole, il y a Lucrèce, il y a Lola Chanel, et bien sûr Bambi et Coccinelle, qui sont deux personnes très importantes dans l'histoire du transgenre, puisque Coccinelle est la première femme, transgenre, heu, qui s'est fait opérer en 1958, et qui a aussi, et de par la force aussi du personnage, a fait tellement, énormément pour la visibilité des personnes transgenres, et qui sera suivi de Bambi, évidemment. Et voilà, alors on n'a pas vraiment le temps de pouvoir développer beaucoup les choses, mais moi je vous invite vraiment à aller voir les archives de Bambi, qui parlent beaucoup de la difficulté pour les personnes, travesties et les personnes trans,
de pouvoir vivre tel qu'elle le souhaitait, qu'effectivement, cet espace de Madame Arthur du Carrousel de Paris était un espace de vraie vie et de vraie liberté pour être ce qu'elles étaient vraiment, c'est-à-dire des femmes. Je précise aussi, parce que c'est intéressant de le savoir, puisque c'est Bambi qui le précise, que dans la troupe de Madame Arthur à cette époque-là, il y avait des hommes travestis qui étaient aussi hétérosexuels. Et ça, c'est intéressant aussi de voir ça, parce que ce travail de travailler dans un cabaret aussi était un travail comme les autres. Voilà. Et d'ailleurs, du côté spectacle, avant qu'on termine, cette fois-ci vraiment avec Michou, sur lequel Oui. j'anticipais pour une raison que j'ignore, les rôles de travesti, d'ailleurs, dans le montage sur la chanson Soin de Soin qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait par exemple Sarah Bernard. Bon, ça, c'est très classique au théâtre, mais dans les cabarets, dans les musicals, il y a énormément d'artistes hétérosexuels qui faisaient des numéros de travestis à l'occasion d'un spectacle particulier. Oui. Donc, c'était quelque chose, ou en tout cas ponctuellement, qui ne posait pas de problème aux artistes. Et donc, un petit... Est-ce un petit extrait de Bambi Ah au oui, Carrousel de Paris? C'est assez rapide. ouais, c'est vrai. Marie, mademoiselle, si vous l'écoutez, le petit acteur à vous présenter. C'est notre Martine, Sandre Caroline, l'enfant sexy dans mon entier. Même quand vous en a compris, quels sont les attraits les plus sexy? Là, 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 Paris, sexy, la chambre des idées, c'est un fantastique des Paris, sexy. Voici mes chers amis, ce que l'on trouve ici. Paris, 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 Paris. Eh bien, parlons de Michou alors. Un tout petit passage, parce que c'est sans doute un des lieux connus assez généralement des publics. Tout à fait. Et Rappelez qui se peut-être trouve juste quasiment en face de chez Madame Madame Arthur. Arthur. Bon, on va dire sur cette géographie des cabarets, mais on n'a pas le temps. Non, on pourrait le faire, mais ce serait très intéressant de faire une carte des C'est cabarets. très intéressant, la cartographie. Juste expliquer qu'effectivement, en 1956, une femme qui s'appelle Olga confie la gérance de son établissement qui s'appelait Chez Madame Intel. On est à côté de chez Madame Arthur, au 80 rue des Martyrs, à cet homme qui l'aménage en bar de nuit, avec une cave qu'il transforme en dance floor. Et puis, un soir de Mardi Gras, en 1968, en fait, il décide, pour se faire plaisir, de faire un petit spectacle. Voilà. Et il s'avère que ce jour-là, il y avait la presse qui était dans la salle et que et non seulement le public en a redemandé, parce que c'est un spectacle qui a duré 30 minutes, hein, non seulement le public en a redemandé, mais surtout, on en a parlé dans tout Paris et c'est devenu chez Michou. Alors je crois que je sais pas si on peut s'appesantir beaucoup là-dessus, mais il me semble que le petit extrait documentaire qu'on va vous passer, Michou explique à peu près en gros, comment l'histoire de Michou s'est faite. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Tout à fait, sauf que Alex nous a quittés et c'est elle qui lance les Ah bah, vidéos. oui, c'est vrai, mais c'est Donc, dommage ça. donc je pense C'est bien que dommage. on verra tout à l'heure, et peut-être que du coup on tourne notre autre chapitre. Bah, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir Michou quand même. On verra tout à l'heure, à la fin. Qu'on n'aura pas les autres images. Dommage. Ben, on voulait vous montrer l'extrait de Michou, qui était, me semblait quand même relativement important.
Si on arrive à le récupérer, Voilà. on va recaler. Bon, Et là, il faut qu'on on continue, avance. on Ok. avance, mais on va pas voir les images non plus. Mais donc, dans un premier temps, écoutez, c'est très bien. Vous allez faire appel à vos imaginaires. C'est bien aussi de faire appel à Oui, vos tout à fait. imaginaires. Donc, ce nouveau chapitre, les représentations et surtout la réception par les publics de l'homosexualité sur scène et toutes les propositions esthétiques, hein, et certains ennuis, en tout cas, notamment au début XXe siècle. Et on a choisi de commencer par très célèbre pantomime Rêve d'Égypte, interprétée par Colette, l'autrice bien connue, et sa compagne de l'époque, Mathilde de Morny, dite Missy, qui a donné lieu à un scandale absolument incroyable. Là aussi, le spectacle avait été autorisé, d'autant plus que la censure n'existe plus de façon toute fraîche, et qui va donner lieu à des jets de projectiles divers et variés, ce qui peut arriver avec le spectacle. Nathalie, On est, ouais, Nathalie, oui, Jérôme. Alexia est de retour. Nous allons pouvoir passer la vidéo de Michou. J'allais chanter Alexia est de retour, et là, ça ne me semble pas être une bonne idée que je me mette à chanter. Non. Non. Alors, dans cette archive, voilà, on a pu retraverser toute cette histoire. Et ce qui était intéressant, c'est que le burlesque a été évoqué également dans les interviews. Et on va devoir abréger là parce qu'on est très en retard et que notre ami Alex, on va la soulager, être dans les temps, et la laisser se soigner. Peut-être qu'on va essayer de dire un mot du coup sur aujourd'hui, Jérôme. Oui, on passe. C'est un peu. Terminé, c'est important de parler du cabaret d'aujourd'hui, puisqu'on était plus sur l'histoire. Oui, tout à fait. Évidemment, il y a plein de formes qui ont traversé le cabaret entre ces années 50, ces années 60. On peut parler de l'expérience de Jean-Marie Rivière à l'Alcazar, mais aussi de la Grande Eugène qu'on a vu tout à l'heure en train de repasser, qui est parti très peu de temps après monter un autre cabaret aux Champs-Élysées. Toutes ces formes ont mûri, on nourrit un cabaret de maintenant. On a parlé tout à l'heure du burlesque, mais il y a le new burlesque qui est arrivé, qui était une forme un peu justement de contre-réaction face à l'effeuillage, face au striptease, et qui permettait effectivement de mettre en avant des corps de femmes complètement différents, mais aussi avec un message politique à l'intérieur, un message sociétal, c'est-à-dire les femmes s'emparent de leur corps, ne sont plus que dans une posture d'effeuillage qui a trait à l'attraction, justement, mais qui est aussi un moyen de réflexion politique. Ça, c'est le nu burlesque, c'est une forme qui est arrivée, alors je reprends juste mes notes pour ne pas dire de bêtises, puisque je sais qu'on m'attend au tournant, en 1995. Voilà, et qui est arrivé en 2004 en France avec les Cisco Trouble, notamment, qui ont encore été plus loin, elles, dans une démarche très politisée, très assumée en termes de genre, très assumée au niveau des esthétiques, un peu gore, voilà. Et que on est passé dans les années 2000 aussi à une volonté de repartir sur des cabarets interlopes, où on s'empare dans des espaces plus restreints, plus petits, un peu plus foutraques, du genre des uns et des autres. C'est l'apparition aussi des travestis à barbe, des corps différents. Ça, on le doit évidemment au travail qu'ont fait les drag queens dans les années 90, mais qui, du coup, ce sont des choses qui se sont accumulées. On est arrivé effectivement
un cabaret maintenant qui surfe un petit peu sur toutes les surfe un peu sur toutes les esthétiques. Alors, je ne sais pas si Alexia, tu peux nous montrer le petit montage que j'ai fait qui s'appelait Nouveau Cabaret. On va parler un peu des copains, des copines qui sont présents sur la scène actuellement. Euh, Bambi, pour vous ce soir, Valérie, l'oiseau joli Charlie Vaudou, Corinne, Miss Moriane, Patachetouille et Monsieur K. Voilà. Alors ça, c'était normalement la petite vidéo d'introduction de ce petit chapitre. Moi, je voulais juste vous la montrer parce que c'est un peu la passation entre le cabaret d'avant et le cabaret qu'on peut dire un peu de maintenant, ou nouveau cabaret. Je ne sais pas ce qu'il faut dire avec ce cabaret qui est là. Mais voilà, c'était à l'occasion de l'inauguration de la promenade Coccinelle à Paris, et Bambi nous avait donné un ancien numéro de chez Madame Arthur avant, un ancien final qui a été repris dans le nouveau Madame Arthur qu'on a remonté en 2015. Et je trouvais ça assez beau en termes de passation que les stars d'avant transmettent aux jeunettes qui arrivaient dans l'établissement. Donc voilà. Mais il y a un autre petit, si tu tiens encore le coup, Alexia, un autre petit déroulé de photos. On va voir plusieurs formes de cabaret actuels. Alors ça, c'est le cabaret futur à Perpignan. Et ce qui est très beau, c'est aussi que maintenant, avant, il y avait une centralisation du cabaret à Paris, et maintenant, le cabaret commence, en tout cas, le cabaret artistique commence à se développer de plus en plus en province, et on se réjouit de ça, vraiment, avec des esthétiques particulières et des choix qui ne sont pas forcément des choix simples en termes de propositions artistiques. Le cabaret de poussière. Sur les corps, pour reprendre ce qu'évoquait Jérôme tout à l'heure, on voit bien, même avec simplement en regardant les photos, une très nette différence aussi par rapport à cette standardisation, à cette sérialisation des corps Oui. à l'identique, ce qui était l'effet recherché. On est depuis pas mal d'années maintenant, mais ça s'est développé au fur et à mesure dans comment dire, toutes les propositions possibles de morphotypes, de corporalité, de personnages, etc. Et c'est cette diversité et cette visibilité aussi qui est sans doute une des caractéristiques du cabaret aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un choix de reprendre aussi, parce qu'on a parlé de Michou, on casse aussi un peu le code. On casse le code des spectacles que nos parents ont vus sur scène, c'est-à-dire que
il faut que ça soit différent, il faut que ça soit performatif. La performance fait partie beaucoup, 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 beaucoup du spectacle de cabaret actuellement. Il faut que ça chante en direct, il faut qu'il y ait une recherche musicale, il faut qu'il y ait une recherche sur le costume, il faut qu'il y ait une recherche sur le personnage. Et je trouve que toute cette belle énergie qui est passée, a passé vraiment l'idée du genre, c'est-à-dire le il ou elle n'existe plus quasiment dans le cabaret actuellement. Ou alors on est vraiment dans une proposition de cabaret traditionnelle, mais d'une manière générale, le cabaret alternatif, le il ou elle a disparu. Et c'est ça qui est très, très beau en fait. Elle est magnifique la photo. Donc là, ce sont des propositions contemporaines. On l'a Oui. dit tout à l'heure, à quelques jours près, on aurait pu être réunis dans un lieu physiquement. Eh bien non, Nathalie, Non, le non. cabaret est un restaurant-bar et ce n'est pas possible. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de terrasse, mais non, mais quand je disais à quelques jours, là, je pensais à quelques longs jours. Ou alors sans restauration, ni boire ni manger, ça peut être ça. Ah, On n'a pas eu le temps d'en parler, non, enfin, bon, pas eu le temps, il y aurait trop de choses à dire, mais cette proposition sur laquelle ça aurait été aussi un fil rouge possible pour toutes les conférences, c'est que c'est aussi une particularité, c'est le dîner-spectacle, avec selon les oui. endroits, on mange ou on boit pendant qu'on regarde le spectacle ou dans des temporalités différentes. Mais bon, Mais parce que c'est le point initial, on vous oui, l'a raconté sur la c'est première ça, c'est conférence, ça, c'est qu'effectivement le cabaret, à la différence du bar, était un lieu où on pouvait manger. c'est ça. Voilà. On revient à notre. On a fait le On a tour. fait la petite boucle. Voilà, on a fait la petite boucle. Et est-ce que, je ne sais pas, Céline, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles. Alors, je viens de faire passer un appel à questions. Il y a beaucoup de likes, d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui vous est envoyé via Facebook. C'est gentil ça. Et alors, en tout début de conférence, il y avait une question à savoir s'il y avait vraiment aucune trace des feuillages avant. Là, Voilà. j'avais répondu dans le chat, mais très brièvement parce que j'essayais de suivre en même temps ce qu'on disait. Et moi, en tout cas, je A n'en ai priori, pas non. détecté. Hein. Les premiers effeuillages étaient plutôt des effeuillages comme on l'a raconté de vêtements. Hein, mais on trouve plutôt dans les années 1880-90, même précisément. Ouais. Il y a eu cette histoire aussi, peut-être éventuellement aux États-Unis, de la danse du ventre qui s'est fait. Alors, je pourrais pas redonner. Il faut regarder l'histoire de Little Egypt, qui est une espèce de mystère, une espèce d'arlésienne américaine concernant cette première femme qui a fait une danse du ventre et qui a connu un succès. Et ça, je crois que c'est vraiment début du 19e. Non, on est dans la même temporalité, c'est Non, 1893. non. Il y a eu une monstration dans une foire. Je pourrais te redonner l'information, Nathalie, mais il y a une monstration. Et de ça, Oui, attends, oui, d'accord. tu vois, C'est pas la date. Oui, je vois, mais je n'ai pas la date. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ne sont pas considérés comme des spectacles d'effeuillage au sens où on l'a évoqué et où on ouais. le comprend. Les exhibitions, quand on a parlé de l'altérité, il y a aussi les grandes expositions, etc. Et notamment dans les exhibitions, les tristement célèbres également exhibitions coloniales Ouais. montrait des corps, mais on n'était pas dans du striptease ou de l'effeuillage. Les corps étaient dénudés et on allait, pour parler poliment, se rincer l'œil sous prétexte d'avoir un cours d'ethnologie en direct live. On est toujours dans la période coloniale, donc effectivement, il y avait des corps qui pouvaient être dénudés, mais on pouvait avoir dans un complètement autre registre des cours d'anatomie ou des cours de médecine ou de dissection en médecine légale en public, ce qui permettait aussi de voir des corps nus. Bon, ça, c'est moins glamour, je sais pas ça dépend des goûts, hein, vous me direz, mais glamour est sans doute pas le terme qui convient le mieux au cours de nécrologie, mais non, je pense que ça se discute, oui, tu as raison. Bon, en tout cas, là tout de suite, il n'y a pas d'autres questions. Je fais un appel à questions. Amis qui êtes en ligne, manifestez-vous.
Et sinon, on commence à réfléchir à une petite phrase conclusive, artiste à la fois. Ben moi, je vais plutôt faire des remerciements en termes de conclusion parce que avec Nathalie, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et Sauf via pourtant, ce écran. soir, j'aurais bien aimé être avec vous ce soir à Reims, mais cette saison de conférence a été un vrai délice à partager. Moi, ça m'a permis de me replonger dans plein de choses merveilleuses et c'était un vrai bonheur de travailler avec toi, Nathalie, et l'équipe de la scène nationale de Reims, le Manège. Voilà, je voulais juste vous dire ça en tout cas. Plaisir partagé. J'espère que vous avez eu voilà, un minimum de plaisir à écouter 1, 2 ou 3 conférences, mais en tout cas pour nous, et c'est déjà bien, ça a été voilà, beaucoup de joie. Et c'est cette, je crois que oui, c'est d'ailleurs un mot de la fin, c'est notre joie à nous, mais aussi, je crois que c'est vraiment le maître mot du cabaret, tout ce qu'on a essayé aussi de transmettre et de faire passer sur les différentes temporalités ou les différents lieux. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un mot très important. C'est ce qu'on vient chercher en général dans un spectacle de cabaret quand on est public. Et je pense que les artistes ont beaucoup de joie aussi, la plupart du temps, je l'espère, à être sur scène et à partager avec le public. Et ça me semble être un beau mot de conclusion également. Merci beaucoup. Et en fait, on a une fausse sortie à la ligne Renault parce qu'en fait, il y a effectivement une question qui vient d'arriver. Ah. Je me demande si on sait pourquoi les tableaux vivants semblent avoir disparu. Pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui? Bon, il semblerait qu'il n'y en ait plus, ouais. Alors là, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas du tout d'exemple précis et concret en tête à vous donner, ce qui n'est pas bien de ma part, mais qui est vrai. Mais ça se fait encore, voilà, je me la mets moi. Oui. Ça se fait encore, mais il faut se remettre dans un contexte où aujourd'hui, on a des tas de choix artistiques. Jérôme l'a dit, dans le contemporain, enfin, voilà, c'est également très performatif, etc. Oui, ça a trait à la performance. Il y a du tableau vivant dans la performance Voilà. actuellement aussi, et même dans la performance libertine, on va Mais, dire. Hein. mais en tout cas, le tableau vivant tel qu'il existait historiquement pour recréer des statuaires et des toiles, en fait, là, il pourrait y avoir un intérêt, mais en tout cas, un autre intérêt, celui de l'époque, c'est uniquement de contourner l'interdit, Oui. en fait. Et donc, aujourd'hui, quand il y a ce type de représentation, c'est pas pour contourner un interdit. Ça peut être joué, parodier, par exemple, une œuvre connue. Mais je pense qu'il y a des émissions, justement, les petites émissions sur l'art, ça y est, c'est en train de revenir. C'est pas du tout spectaculaire, mais c'était pas dans Dardar, c'est une autre émission, une toute petite chronique sur des œuvres célèbres qui performaient. Il y avait des artistes qui performaient les œuvres, oui, et qui racontaient l'histoire de l'œuvre. Et le nom de la petite chronique m'échappe. Vous voyez, on est complètement dans une autre démarche de l'humour et là de la transmission, et pas du tout dans le le détournement de la nudité pour pouvoir la montrer. Oui, c'est ça. À vrai dire, le rapport à la nudité a quand même évolué. Oui. Alors, en fait, il y a une troisième question qu'on va considérer comme la dernière et à laquelle vous n'allez pas pouvoir sans doute répondre en direct. Mais on va... Bon, voilà. Donc, Pierre Lenry demande « Dans quels ouvrages êtes-vous allé vous renseigner sur l'histoire du travestissement au cabaret ?» Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se recontacte dans les jours qui viennent et qu'on établisse une petite bibliographie, parce que notamment dans le fonds documentaire du Manège, il y a des choses. À Reims et environ, on a bien sûr des ouvrages sur le travestissement, mais je suis sûre que vous avez plein de références et on les mettra en commentaire de cette conférence qui, je le rappelle, sera de nouveau consultable dans quelques jours, voilà, sur les créneaux habituels et les canaux plutôt du Manège. Alors moi, je veux juste quand même répondre d'une manière générale. Hein, il y a le travail sur le travestissement, c'est une chose, mais il y a plutôt des ouvrages sur le cabaret et les différents parcours à l'intérieur de ça. Mais heureusement, avec Nathalie, je sais pas, on a senti le coup venir. Nous avons noté tous les ouvrages de référence, donc on va pouvoir vous les donner. On avait pensé, donc on pourra les donner très vite.
La personne qui a posé la question a déjà dit top, merci. Donc, ça nous engage un petit peu, Oui, effectivement. non, mais on y avait pensé, on en avait parlé ensemble avec Jérôme. De toute façon, voilà, on a échangé nos sources qui souvent Ouais. étaient un peu ou prou les mêmes. Donc, pas de souci, avec grand plaisir. Voilà, moi, je voulais aussi vous remercier très chaleureusement tous les deux, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, vous vous êtes jamais rencontrés en chair ni en os. Ni en os. En même temps, vous avez fait un travail ensemble vraiment exceptionnel, donc on est plus que ravis de ce que vous nous avez offert. Et au nom de l'équipe du manège, vraiment merci beaucoup. Et je pense de tous les gens qui ont suivi aussi, je vois plein de petits cœurs qui montent là dans la zone de. Nous aussi, on vous fait des petits cœurs. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, il y aura du cabaret la saison prochaine au manège, c'est sûr. Voilà. Et non, avant que Jérôme le demande, je ne chanterai pas. Je ne suis pas autorisée à vous en dire plus. Ça reste un. On fera une performance tous les deux, Nathalie. Mais en tout cas, voilà. À suivre. À suivre. Bah, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Beaucoup.